Alors que tous courent vers l'or, la Russie fait un pas de côté. Folie, panique ou génie stratégique? C'est la question qui affole les médias depuis des semaines. Pendant que la Chine, l'Inde, le Kazakhstan et presque toutes les banques centrales achètent de l'or à un rythme historique. 760 tonnes rien qu'en 2025, du jamais vu depuis des décennies. Moscou, elle, vend. Les titres fusent, la Russie épuise ses réserves. Moscou brade son or pour survivre. Mais que racontent vraiment les chiffres derrière cette panique? Regardons de plus près. En réalité, la Russie n'a réduit ses réserves que de moins de 1%. On est passé de 75 à 74,3 millions d'onces d'or. Oui, ça baisse. Mais c'est marginal. Et pourtant, sur la même période, la valeur totale de cet or a, elle, presque doublé. De 190 à 384 milliards de dollars. Ce qui reste dans les coffres russes vaut aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a à peine un an et demi. Difficile de parler de liquidation désespérée. Mais alors, pourquoi ce choix à contre-courant, quand tout le monde fait le plein de lingots? Est-ce que la Russie vend dans l'urgence, sous l'effet des sanctions et d'un budget sous pression? Ou est-ce une opération froide et calculée pour tirer profit d'un pic de prix historique, 5 400 $ l'once, un record absolu? Sans comprendre cette dynamique, on se laisse facilement piéger par la panique ambiante et les visions catastrophistes, au risque de mal saisir les véritables enjeux de souveraineté économique, ou de rater des leçons majeures pour nos propres stratégies d'investissement, en temps d'incertitude. Alors, panique ou coup de génie? Pour démêler le vrai du faux, mettons de côté les gros titres et plongeons ensemble dans les faits et les chiffres. L'or, ce n'est pas juste un chiffre dans un rapport, c'est un symbole. Quand il est vendu, l'instinct collectif s'inquiète. Car depuis toujours, l'or rassure. Il incarne la sécurité, la prévoyance, le dernier rempart face à l'incertitude. C'est pourquoi, quand les gros titres occidentaux annoncent que la Russie commence à vendre son or, la réaction est immédiate. Panique, spéculation, scénario catastrophe. Liquidation, braderie, Moscou vide ses coffres. Les mots claquent et font monter la tension. Mais que disent réellement les chiffres derrière le vacarme? En réalité, la Russie a vendu pour environ 80 milliards de roubles d'or. Une opération certes inhabituelle, mais qui ne représente même pas 1% de ses réserves totales. Oui, vous avez bien entendu, moins de 1%. Et pendant que certains crient à la débâcle, un autre chiffre passe presque inaperçu. En un an, la valeur totale des réserves d'or russes a quasiment doublé. Selon la Banque centrale, elles sont passées de 180 à 384 milliards de dollars. Autrement dit, même après cette vente, la Russie dispose d'un stock d'or qui n'a jamais été aussi précieux dans l'histoire récente. Alors pourquoi tant d'émoi? Parce que l'or, au-delà de sa valeur, touche à quelque chose de profond. La peur de perdre sa sécurité économique, la crainte de voir fondre un patrimoine censé protéger des tempêtes. Les médias savent jouer avec cette corde sensible, et à chaque mouvement dans les réserves, la panique s'invite sur les unes. Pourtant, si l'on regarde froidement les faits, on est bien loin de l'image d'un pays aux abois qui solde sa fortune pour survivre. D'ailleurs, il faut le noter, la Russie n'achète plus d'or pour ses réserves nationales depuis 2020. Ce qui est extrait part à l'export ou reste sur le marché intérieur, mais les coffres, eux, ne se remplissent plus. Le stock d'or officiel est donc stable, voire en légère baisse, mais il reste massif. 47,5% de toutes les réserves internationales du pays reposent aujourd'hui sur le métal jaune. Ce n'est pas une relique, c'est un socle. Et face à la flambée historique des prix, plus de 5 400 $ l'once, du jamais vu, vendre une infime partie revient à transformer la hausse en liquidité au moment où le budget en a besoin. Pourtant, croire aveuglément à la panique ambiante présente un risque, celui de se tromper de diagnostic sur la situation économique d'un pays et plus largement de mal comprendre les vraies dynamiques de souveraineté financière. Ce n'est pas parce que l'or bouge que tout s'effondre. Parfois, c'est juste une question de calcul, de rendement, de stratégie en temps de crise. Mais alors,
Pourquoi un tel décalage entre le bruit médiatique et la réalité arithmétique? Comment expliquer que la même opération soit perçue ici comme une débâcle, là comme une gestion avisée? Pour le comprendre, il faut regarder au-delà des chiffres et explorer ce qui a vraiment changé pour la Russie et pour le reste du monde. Panique budgétaire ou opération de profit maîtrisée? Voilà la vraie question que pose la Russie en vendant une petite partie de son or, alors que le reste du monde multiplie frénétiquement les achats. Regardons les faits. Depuis le début de l'année, le Fonds national de bien-être russe a allégé ses stocks de près de 19 000 kg d'or, soit environ 10% de ses réserves. La Banque centrale a, elle aussi, ajusté légèrement sa position. Les gros titres occidentaux y voient déjà un signe d'alerte rouge. La Russie épuise sa dernière planche de salut. Mais est-ce vraiment ce qui se joue? En réalité, Moscou ne pioche pas dans son bas de laine par désespoir. Elle adapte tout simplement sa gestion d'actifs à un nouveau contexte. Rappelons-le, plus de 300 milliards de dollars de ses réserves en devises ont été gelés, engloutis dans des juridictions sûres, devenues inaccessibles du jour au lendemain. Ce qui reste de vraiment liquide et contrôlable? Essentiellement deux choses, le yuan et l'or. Mais là où beaucoup voient dans l'or une relique à ne jamais toucher, les Russes l'utilisent désormais comme un véritable levier financier. Certes, ils gardent un stock conséquent, 384 milliards de dollars de réserves, dont une large part sous forme d'or, tranquillement rangée dans les coffres du pays, donc à l'abri de toute confiscation ou gel. Surtout, depuis 2020, la Russie a fait un choix stratégique très peu commenté. Elle n'achète plus d'or pour ses réserves. Pourquoi? Parce que l'or fraîchement extrait de ses mines ne va plus alimenter les coffres de la Banque centrale, mais file directement à l'export ou circule sur le marché domestique. Moscou transforme ainsi son or en outil budgétaire, capable d'injecter rapidement des liquidités dans l'économie nationale lorsque le besoin s'en fait sentir. Et il y a un détail crucial. Contrairement à la majorité des pays qui doivent dépenser leurs devises pour acheter de l'or sur le marché mondial à prix fort, la Russie, elle, le produit elle-même, a des coûts bien moindres. Résultat, à chaque barre vendue à prix record, c'est une marge bénéficiaire nette qui rentre dans les caisses. Prenons un instant pour saisir l'ampleur de ce mécanisme. La Russie extrait l'or sur son sol, le raffine dans de nouveaux clusters industriels comme celui de la région de Smolensk, puis le revend sur les marchés internationaux au prix fort, près de 5 400 $ l'once, ces derniers mois, soit le double d'il y a seulement quelques années. Cet afflux de devises, c'est du concret. Il finance le budget, soutient la monnaie, compense le manque à gagner dû aux sanctions. L'or n'est donc plus un trésor dormant, mais un actif vivant, monétisé, qui travaille pour le pays. Mais attention, il y a un revers. Si la pression budgétaire devait s'intensifier, la tentation de vendre toujours plus pourrait finir par entamer significativement les réserves stratégiques. Tout est donc question de rythme et de dosage. Vendre un peu au sommet des prix, c'est de l'optimisation. Vendre sans limite, ce serait mettre en péril l'indépendance financière à long terme. Et c'est là que réside le véritable enjeu, bien loin des scénarios catastrophistes servis en boucle à l'étranger. En somme, la Russie ne brade pas son or, elle gère intelligemment son stock et son flux. Elle profite de sa position de producteur pour arbitrer entre réserves et exportations, selon les besoins et les opportunités. Un choix qui tranche avec la frénésie d'achat des autres banques centrales, et qui mérite d'être analysé dans la perspective plus large de l'histoire et du contexte international. Car replacé dans ce cadre, ce pari prend tout son sens. Et si tout cela n'était pas une faiblesse, mais une réaction pragmatique à un monde qui a changé en 2022. Car depuis cette date, la donne a radicalement évolué pour la Russie. Près de 300 milliards de dollars de ses réserves, placées à l'étranger, ont été gelés du jour au lendemain. Une démonstration de force que les initiateurs, à Bruxelles et à Washington, voulaient exemplaire. Mais le message envoyé au reste de la planète a eu un effet boomerang. Si une grande puissance peut voir ses avoirs saisis d'un simple clic, alors aucun pays n'est vraiment à l'abri. Résultat, la ruée mondiale vers l'or s'est accélérée. Mais pour Moscou, ce gel massif a surtout un effet structurant, la nécessité de repenser toute sa stratégie de réserve
et de privilégier les actifs réellement souverains. Aujourd'hui, dans la boîte à outils de la Russie, il ne reste finalement que 2 leviers véritablement intouchables face aux sanctions. Le yuan, certes utile, mais dépendant de la Chine, et surtout l'or, ce métal que personne ne peut geler, saisir, ni dévaluer d'un trait de plume. Et c'est là que la stratégie russe se démarque. L'or n'est plus simplement un matelas de sécurité pour les jours sombres. Il devient un outil actif de politique budgétaire, un actif monétisable à la demande pour soutenir le budget, éviter d'accroître la dette ou amortir les chocs extérieurs. Loin de la panique, il s'agit d'un arbitrage réfléchi, motivé à la fois par les circonstances imposées et par la capacité structurelle de la Russie à jouer sur ce levier. Parce qu'il ne faut pas oublier un détail clé. La Russie est l'un des plus grands producteurs d'or au monde. Contrairement à nombre de pays qui achètent au prix fort sur les marchés internationaux, elle dispose d'une ressource domestique abondante, extraite, transformée, et désormais, de plus en plus, valorisée localement. Ces dernières années, les autorités russes ont massivement investi pour développer toute la chaîne de valeur de l'or, raffinerie, transformation, création de circuits de vente internes et exportation vers de nouveaux partenaires non occidentaux. Résultat, vendre une petite part de l'or au pic historique des prix, c'est tout simplement optimiser la rentabilité d'un actif national sans risquer d'appauvrir les réserves stratégiques du pays. Ce n'est ni de la précipitation, ni un signe de faiblesse, c'est du business, et plutôt bien mené compte tenu du contexte. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres, la Russie n'a vendu qu'une infime proportion de ses stocks. Les réserves d'or russes restent parmi les plus élevées au monde, tout en assurant une rentrée budgétaire appréciable. Ce faisant, Moscou démontre qu'avoir la main sur tout le cycle de production fait toute la différence. Les devises étrangères, elles, sont devenues fragiles, soumises au bon vouloir des puissances occidentales. L'or, lui, confère un véritable bouclier de souveraineté financière, à condition de savoir en doser l'utilisation. Mais l'enjeu va bien au-delà des chiffres. Ce que la Russie teste aujourd'hui, c'est sa capacité à préserver son autonomie économique sous la pression des sanctions, à continuer de financer son budget sans dépendre de l'étranger, tout en restant maître de ses décisions stratégiques. Dans ce nouveau monde, où la confiance dans le dollar et l'euro s'effrite, la gestion intelligente des réserves devient une question de survie et d'indépendance. Les médias occidentaux, eux, dénoncent la vente de bijoux de famille, mais omettent de préciser que la Russie vend ce qu'elle produit, surabondant, au plus haut, pour renforcer sa résilience. Pour nous, spectateurs et citoyens, cette histoire va bien au-delà d'un cas russe. C'est une leçon de gestion de crise, de souveraineté et de discernement face aux discours alarmistes. La capacité à voir au-delà des gros titres, à comprendre la logique profonde derrière les chiffres, devient un avantage crucial, que ce soit pour protéger ses économies ou pour prendre du recul sur le monde. Mais alors, comment le choix russe se compare-t-il à celui d'autres pays qui, eux aussi, vendent ou achètent de l'or à marche forcée? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Quand la Russie vend, c'est une crise. Quand la Turquie vend, c'est de la gestion. Où est la cohérence? Regardez bien. Le traitement médiatique varie du tout au tout selon le pays. Prenons la Turquie. En 2023, sa banque centrale a vendu plus de 160 tonnes d'or pour soutenir la livre. Les titres dans la presse financière. Gestion prudente des réserves. Réponse rationnelle à la pression sur la monnaie. Le ton est calme, analytique, presque compréhensif. Personne ne crie au scandale. Personne n'annonce la fin de l'économie turque. Maintenant, la Russie vend une petite partie de ses réserves, à peine 1% de son stock. Et là, les gros titres s'emballent, vente de panique, dégringolade, effondrement imminent. Le même acte, vendre de l'or pour faire face à des besoins budgétaires, mais 2 narrations radicalement opposées. Est-ce une question d'économie? Non, c'est une question d'adresse. Selon que l'on parle de Moscou ou d'Ankara, le jugement change. C'est là que le double standard saute aux yeux. Pourtant, la tendance mondiale est claire. Partout, les banques centrales accumulent de l'or à un rythme inédit. Pourquoi? Parce que le gel des réserves russes a brutalement rappelé à tous les pays le risque de dépendre du dollar. Depuis, l'achat d'or est devenu la nouvelle assurance face à l'incertitude géopolitique,
à la fragmentation financière, à la perte de confiance dans les actifs occidentaux. Chine, Inde, Brésil, Égypte, tous remplissent leurs coffres. Même l'Allemagne et la France ont renforcé leurs stocks. L'or redevient une forteresse de souveraineté. Mais alors, pourquoi la Russie vend-elle aujourd'hui, alors que tout le monde achète? Justement, parce qu'elle le peut, et parce que le moment est parfait. Les prix de l'or flambent à des niveaux jamais vus, plus de 2300 $ l'once. La Russie, première productrice mondiale, dispose d'un stock colossal, près de 380 milliards de dollars, soit presque la moitié de ses réserves totales. En vendant une toute petite fraction de cet or à un prix historique, elle obtient immédiatement des liquidités pour soutenir son budget, sans recourir à des prêts à l'étranger, sans négocier avec le FMI, sans s'exposer à de nouvelles humiliations ou dépendances. Elle transforme un pic de marché en bouffée d'oxygène, tout en conservant une forteresse dorée intacte. À l'inverse, la Turquie vend sous la contrainte, pour éviter la chute de sa monnaie et calmer la crise de confiance. Ses réserves s'érodent, sa marge de manœuvre est réduite. La Russie, elle, vend par choix stratégique, pas par nécessité, et avec un timing parfait. Mais dans les titres occidentaux, c'est toujours le mot « braderie » qu'on ressort, sauf que ce terme n'apparaît jamais pour la Turquie. Ce n'est plus de l'analyse, c'est du réflexe conditionné. Les médias mettent l'accent sur la panique russe, sans jamais rappeler que les réserves globales de Moscou restent parmi les plus solides du monde. Pourquoi? Parce que la Russie fascine, inquiète et nourrit la machine à narratif anxiogène. Peu importe la réalité des chiffres ou la comparaison historique, l'important, c'est l'effet d'annonce. Pourtant, en y regardant de plus près, la leçon est claire. Ne pas se fier aux gros titres, ne pas confondre gestion de crise et effondrement. Mal interpréter ces signaux, c'est risquer de prendre de mauvaises décisions d'investissement ou de surévaluer les risques macroéconomiques. Comprendre la logique derrière ces mouvements d'or, c'est aussi comprendre comment préserver sa souveraineté budgétaire et tirer le meilleur parti de ses actifs en période de tempête. À la lumière de tous ces éléments, quelle est la vraie conclusion? En définitive, panique ou calcul froid? Les chiffres ne mentent pas. Alors, la Russie est-elle en train de brader son or ou bien d'en faire un outil stratégique finement manié? Pour comprendre la réponse, il suffit de revenir sur les faits, sans se laisser happer par les titres anxiogènes ou les analyses à l'emporte-pièce. Il y a 25 ans, la Russie avait vraiment vendu ses réserves, mais à quel prix? C'était sous la pression du FMI, à un moment de faiblesse, sans alternative, dans une logique de sauvetage. Là, oui, on pouvait parler de braderie subie. Aujourd'hui, la situation n'a rien à voir. Ce qui s'est joué ces derniers mois, c'est une opération planifiée, menée au bon moment, à un prix record. Près de 3000 $ l'once, du jamais vu. Et la différence est immense. Ceux qui mettent un signe égal entre ces deux périodes ignorent l'histoire ou la racontent à leur manière. Si on regarde l'ensemble du tableau, la réalité saute aux yeux. Oui, la Russie a vu 300 milliards de dollars de ses réserves gelées. Oui, le pays a dû réinventer sa politique de réserve en urgence. Mais il l'a fait. En 3 ans, le système a été repensé autour de 2 piliers, le yuan chinois et l'or. L'or, qui a doublé de valeur en quelques années. Pendant que tout le monde achetait, la Russie, elle, vend une petite partie de son stock, juste au moment où la demande mondiale explose et où le cours atteint des sommets historiques. La production nationale continue, l'exportation rapporte des devises, la transformation interne s'accélère et le budget de l'État s'alimente non pas à crédit, mais grâce à la monétisation intelligente d'un actif stratégique. Ce n'est pas la panique, ce n'est pas la vente forcée. C'est de l'adaptation, certes dure et contrainte par les événements extérieurs, mais pleinement assumée et réfléchie. D'ailleurs, même les économistes russes qui tirent à la sonnette d'alarme le disent, il faut rester vigilant à moyen et long terme. Si la pression sur le budget persiste, il faudra ralentir le rythme et ne pas éroder ce matelas d'or trop vite. Mais à ce stade, l'opération est un succès. La panique médiatique est largement surjouée. Ceux qui crient à la liquidation ne font que projeter leur propre peur,
ou défendre des intérêts qui ne sont pas ceux de la Russie. Et là, il faut s'arrêter un instant. Car au fond, la question n'est pas seulement de savoir si la Russie a fait le bon choix. La question c'est, que peut-on apprendre de cette histoire? Que se passe-t-il quand un pays, privé de ses avoirs en dollars, doit survivre dans une nouvelle réalité? Eh bien, il repense ses certitudes. Il transforme la contrainte en opportunité. Il découvre que ce qu'on appelle « réserve » n'est pas un musée, mais un instrument vivant, capable de générer de la liquidité et de la puissance, surtout quand les cartes du jeu mondial sont rebattues. Regardez la dynamique. En gelant les réserves russes, l'Occident a, sans le vouloir, transformé l'or en valeur refuge absolue. C'est la défiance envers le dollar qui a propulsé l'or à ce niveau record. Les banques centrales du monde entier, Chine, Turquie, Inde, pays du Golfe, achètent à tour de bras, refusant de tout miser sur une seule monnaie, surtout quand celle-ci peut être utilisée comme arme géopolitique. Résultat, l'or est devenu un outil actif, presque une monnaie parallèle dans les échanges internationaux. Et la Russie, qui fait partie des rares pays à produire massivement ce métal, a su capitaliser sur cette fenêtre de tir inédite. Elle vend quand tout le monde achète, et au prix le plus haut. Cela s'appelle optimiser le rendement d'un actif, pas le dilapider. Bien sûr, il y a des risques. Si la pression budgétaire s'intensifie, la tentation sera forte de continuer à vendre, peut-être trop vite. Mais il faut aussi comprendre que chaque once vendue aujourd'hui pèse 2 fois plus qu'il y a 5 ans. C'est une logique d'arbitrage. Mieux vaut vendre un peu à prix d'or que d'attendre en espérant le meilleur moment qui parfois n'arrive jamais. Ce n'est donc ni une fuite en avant, ni une capitulation. C'est une gestion de crise qui s'inspire des contraintes pour dégager un maximum de marge de manœuvre. Ce qui est frappant surtout, c'est le double standard des commentaires occidentaux. Quand les autres pays vendent ou achètent, c'est présenté comme de la gestion de patrimoine. Quand la Russie fait de même, c'est systématiquement interprété comme un aveu d'échec, un signe de faiblesse, voire une panique. Mais la vérité, c'est que la Russie n'a jamais eu autant besoin de flexibilité, d'adaptation, et que l'or, aujourd'hui, est son levier le plus puissant. Elle montre qu'il n'y a pas de dogme. Un actif n'a de valeur que s'il sert la stratégie du moment. Et cela vaut pour tous. Alors, que faire de cette leçon? D'abord, refuser de se laisser piéger par les narratifs prêts à consommer. Comprendre la logique à l'œuvre, c'est déjà un acte de souveraineté intellectuelle. Cela nous invite, chacun à notre échelle, à ne pas sacraliser aveuglément nos réserves, qu'il s'agisse d'argent, d'actifs ou de croyances. Cela rappelle que dans tout contexte de crise, le réflexe de tout garder pour plus tard n'est pas toujours la meilleure stratégie. Parfois, il faut savoir arbitrer, saisir l'opportunité, transformer l'actif statique en ressource dynamique. Surtout, ignorer cette logique de fond, c'est rester prisonnier de la peur et des récits extérieurs. C'est refuser de voir que la sécurité financière, individuelle ou nationale, passe par l'adaptabilité, la lecture lucide du contexte et la capacité à transformer chaque contrainte en levier. Ce n'est pas une question d'or, de dollars ou de roubles, mais de souveraineté économique. Alors, la Russie a-t-elle gaspillé son or? Non. Elle l'a utilisé comme il se doit, en outil de résilience, de négociation, de survie budgétaire. Ce n'est ni une victoire triomphale, ni un effondrement, c'est un choix rationnel, dans un contexte de pression extrême, qui mérite d'être compris sans passion ni cliché. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sans doute parce que vous cherchez à comprendre les vraies dynamiques derrière les gros titres. Alors, abonnez-vous, likez, partagez, et surtout, faites-nous part de vos analyses en commentaire. Ensemble, continuons à décoder ce qui se joue vraiment dans la gestion des grandes crises économiques. Parce que c'est en comprenant ces mécanismes qu'on peut, chacun à notre niveau, mieux protéger notre avenir financier.